Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, hein. Donc forcément aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire sur l'actualité crypto, donc je vais parler du Bitcoin, je vais parler également de la suite de l'analyse. Après on a plus d'éléments cette semaine sur le crash qui s'est passé la semaine dernière, donc je vais vous parler de tout ça un peu plus en détail. Pour les éléments, on va parler également de tout ce qui est de l'actualité crypto plus générale avec les projets comme VeChain, Ondo Finance, Plume, XRP, enfin l'ERW en général, également Chainlink, où il y a des événements très intéressants, des éléments très importants là pour le RWA qui se passe autour de Chainlink. Donc c'est vraiment ça, je pense, très important de connaître ces éléments-là parce que je pense que le RWA, on est à l'aube vraiment d'une révolution, à l'image de la révolution industrielle, hein. Vous savez, 19e siècle, et ben là, on va être sur la révolution numérique d'Internet des années 2000, mais couplée à la blockchain. Donc voilà, on est à deux doigts d'avoir tout ça. Je vais en parler. Également, je vais faire le point sur l'actualité crypto plus générale. Vous connaissez avec une suite d'articles à la chaîne pour présenter comme quoi, justement, pourquoi, à mon avis, on a un tournant absolu là. C'est imminent le décollage du narratif RWA. Et puis, je parlais également, bien évidemment, en fin de vidéo, du cours de l'or, de l'argent, qui sont en train de vraiment de pulvériser des records sur des records. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'or et de l'argent. Voilà, là aussi, je vous en parlais et vous donner mon avis sur la suite des choses pour l'or et l'argent. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, c'est parti. N'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne, parce que plus on est de fous, plus on rigole et ça fait toujours plaisir pour moi en tout cas, vraiment. Et puis je vous remercie au passage encore, hein, les abonnés, pour vos commentaires, pour vos soutiens, même par MP et tout, c'est super. Ça me pousse à continuer à faire les vidéos toutes les semaines, parce que c'est vrai que c'est du travail quand même, hein, c'est clair. Bon, allez, je continue, et puis c'est parti. Donc, je commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF, hein, vous connaissez de Bitcoin déjà. Donc là, voilà, on a eu une semaine un petit peu chaotique, mais je trouve que par rapport à ce qui s'est passé au flash crash et aux 20 millions, vous savez, de liquidations qui ont eu lieu la semaine dernière avec 1,6 million de traders qui ont été liquidés, je trouve qu'aujourd'hui, quand je vois des sorties, donc là par exemple entre le 10 et le 13 octobre, donc je rappelle que le flash crash a eu lieu entre le 9 et le 10 octobre, on avait eu 4,5 millions de pertes en fait de capitaux sortant sur les ETF Bitcoin Spot. C'était pas beaucoup. Je disais, c'était étonnant. Le lendemain, enfin en tout cas le 13 octobre, hein, quelques jours après, on a eu un surplus de 326 millions de capitaux sortants. Donc c'est vrai que là ça commence à être plus inquiétant, on va dire, sur la journée, mais ça reste ridicule par rapport en fait à l'événement qui a eu lieu, je trouve. Après, et le 14 octobre, on avait déjà commencé à réaccumuler du Bitcoin en général sur les ETF de la part des institutionnels pour de nouveau reperdre un peu du poil de la bête le 15 et le 16 octobre. Et c'est vrai que cette semaine, on a eu de nouveau une correction, on l'a vu, plus prononcée, c'est-à-dire ça n'a pas été un flash crash, mais ça a été une correction un peu plus lente, mais aussi prononcée, je dirais que pour le flash crash, sans les pertes de prix de moins 50%, mais on a eu du moins 10, moins 15% en tout cas, en général sur 3 ou 4 jours glissants. En fait. Donc, et là, on voit que ça s'est retranscrit sur les ETF, de toute façon Bitcoin, puisqu'on a eu le 15 octobre moins 104 millions de capitaux sortants, et le 15 octobre, on a eu 530 millions de capitaux sortants. Donc, est-ce que c'est la fin du monde? Vous connaissez déjà la réponse, non. Parce que voilà, on a encore un total de 61,8 milliards de dollars de capitaux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc là, quand on voit l'événement qui s'est déroulé la semaine dernière, avec le méga flash crash qui a liquidé tout le monde, on devrait être à moins 3 milliards dans la journée. Voilà, à moins 1, moins 2, moins 3 milliards et aller à moins 10 milliards peut-être, rien que sur une semaine de flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Là, on a eu au total peut-être, on n'a même pas atteint le milliard sur la semaine, sur 2 semaines de flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc c'est ridicule en fait. Donc on voit bien qu'il y a eu vraiment une fuite des capitaux, une perte de capitaux, surtout sur la part du retail. Donc encore une fois, je le dis, je le répète, c'est-à-dire que quand vous vendez, nous le retail, on vend nos bitcoins, qui sait désormais qui achète ces bitcoins, ce sont les institutionnels. Et on le voit très bien sur les ETF, hein, ça se traduit parfaitement sur voilà, les chiffres qui sont en rouge et en noir. Enfin, voilà, à défaut d'être vert et rouge.
Bon, donc on voit bien que là, pour moi, il se passe vraiment quelque chose, c'est que les institutionnels, à défaut d'avoir une manipulation, par exemple, je me disais que c'est tellement phénoménal, je vais vous en parler juste après, hein, mais que c'est une manipulation. Donc ce serait peut-être pas vraiment une manipulation, ce serait plutôt l'explosion d'une bulle qui aurait lieu, mais pas tout le monde est d'accord là-dessus. Je vous présenterai après pourquoi et comment dans un article où ils en parlent un peu mieux, mais en tout cas, dans tous les cas, on voit bien qu'il y a quand même deux comportements, les comportements des institutionnels qui sont là pour construire en fait la finance 2.0 avec le Bitcoin et la crypto-monnaie, la blockchain et le RWA, tokenisation des actifs, on va en parler. On le voit bien aujourd'hui, et à côté le retail qui se fait exploser par ses émotions au final et par les effets de levier avec le trading parce que malheureusement c'est vrai qu'on souhaite tous avoir de l'argent à court terme, mais ça marche pas comme ça, c'est pas aussi facile qu'on le penserait. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir une stratégie, d'être prudent, quand même sur le marché crypto et surtout d'éviter en fait les effets de levier, le trading là-dessus parce que c'est le meilleur moyen de se faire rect. Ça l'a prouvé encore une fois la semaine dernière. Bon, donc en tout cas, pour ce qui est des ETF Bitcoin, tout simplement, ils disent quoi? Ils disent que nous sommes toujours dans une phase haussière et que les institutionnels n'ont pas du tout lâché l'affaire, même s'ils ont peut-être corrigé un petit peu sur les derniers jours. Voilà, mais rien d'alarmant. Et donc sur Ethereum, c'est pareil. Regardez Ethereum, nous sommes toujours avec un positif de capitaux sur le rapport de Farsight Investor de 14,6 milliards de dollars. On a eu sur les derniers jours, mais là aussi, on n'a même pas eu, en fait, 1 milliard sur 2 semaines de flux sortant sur les ETF Ethereum Spot, malgré la panacée, la douche froide qui a inondé le marché, surtout des altcoins et pas du Bitcoin. Voilà, donc on devrait avoir là aussi une fuite de liquidité massive, ça devrait être rouge cramoisi là, depuis 2 semaines. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc là aussi, c'est pas la fin du monde, hein, clairement. Et enfin, Solana, lui, il s'en fout, Solana, il fait sa vie. Alors, il y a eu quelques jours, 14 octobre et le 7 octobre, où il y a eu effectivement un petit peu de rouge, hein, voilà, ça a été plutôt rare depuis le début de l'entrée de Solana dans les ETF, mais globalement, il reste à la hausse avec 386 millions de dollars, le petit Solana. Bon, donc maintenant j'ai passé aux articles, hein, vous savez, donc là je commence avec CoinDesk, effectivement, avec les ETF, Bitcoin enregistre des sorties de 536 millions de dollars, alors que le Bitcoin fléchit sous les 110 000 dollars. Ce que je vous disais là, en plus du flash crash, on a eu derrière une baisse plus prononcée du Bitcoin et plus lente, mais quand même assez évidente, on dirait c'est plutôt cette baisse-là qui a fait sortir les capitaux des ETF Bitcoin que le flash crash en lui-même. C'est ça qui est étonnant en fait. Voilà. Je continue, donc là j'ai un article de Cointelegraph France. Le récent crash du marché crypto serait un désendettement contrôlé et non un effondrement en cascade. Des analystes estiment que la liquidation record de 19 milliards de dollars sur le marché crypto relève d'un processus organique de désendettement. Autrement dit, en fait, c'est l'éclatement d'une bulle spéculative. Et c'est vrai que ça marche. Alors, tandis que d'autres traders accusent les market makers d'avoir aggravé la chose. Alors moi, mon avis que j'ai donné la semaine dernière, c'est vraiment une manipulation de la part des market makers, des baleines, tellement c'était flagrant, phénoménal. Mais c'est possible qu'en parallèle, en fait, on ait justement la fusion des deux analyses. Hein. C'est qu'on est d'un côté, effectivement, les market makers qui ont profité de cette bulle pour accentuer le phénomène. Voilà, parce que c'est littéralement tous les traders qui étaient en effet levier, mais tous qui se sont fait liquider quand même. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de la crypto, et même peut-être dans l'histoire, à part peut-être les grands crashs comme 1929, ce genre de choses, 1971. Mais dans ce cadre-là, je me demande si c'est pas un des plus gros crashs même de l'histoire de l'humanité, hein, je dirais, à ce niveau-là. Bon, donc, c'est pour ça que voilà, on peut avoir eu les deux phénomènes. Et donc, c'est très positif en fait. Pourquoi? Parce que si c'est une manipulation, c'est artificiel. Et si c'est un désendettement contrôlé, ça veut dire que c'est l'éclatement d'une bulle. Et donc, on a tous les vendeurs qui sont fait liquider. Donc maintenant, il ne reste que les acheteurs, en fait, que les holders. Et donc, on est bien destiné à partir en fait vers le haut. On a épuré le marché, on est prêt à repartir vers de nouveaux sommets. Voilà. Et en parallèle, le Bitcoin, lui, ne s'est pas effondré. C'est là où je rigole, parce qu'on a eu une panique du marché, on dit assez sur le bear market. Le Bitcoin, quand même, est passé de 120 dollars à 100 000 dollars. Le Bitcoin est toujours au-dessus des 100 000 dollars. Et on est à dire, ça y est, c'est la fin du monde. C'est là où on voit quand même que on a la mémoire courte, quoi. Enfin, l'humain, on a la mémoire courte.
C'est-à-dire, quand le Bitcoin est à 10 000 dollars. Enfin, c'est un truc de fou. Bon. Donc aujourd'hui, on a au-dessus des 100 000 dollars, on a beaucoup de gens, on voit, hein, qui sont déjà en train de parler du bear market, de dire ça y est, c'est la fin du monde pour les crypto-monnaies, c'était la bulle, c'est fini. Ça fait rêver quand même, ça fait rêver. Mais bon, ce sera toujours comme ça. Et ça fait d'autant plus rêver qu'on a également eu le fameux discours de Christine Lagarde, de la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui nous dit quoi? Qui nous dit tout simplement que eh ben, le Bitcoin, jamais il ne fera partie de la réserve stratégique au final de la Banque Centrale Européenne. Et donc tout ça, pourquoi elle justifie ça? Comment c'est là où c'est intéressant? Elle dit que bah, de toute façon, les réserves doivent être donc liquides, sécurisés, en lieu sûr en gros, et ne doivent pas être en lien avec ce qui est le blanchiment d'argent et les activités criminelles. Autrement dit, le Bitcoin, c'est lié au blanchiment d'argent et aux activités criminelles. Donc on voit bien que Christine Lagarde, qui est la présidente européenne, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est tout le symbole technocrate, en fait, malheureusement, incompétent, je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais qui parle de choses où au final, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent vraiment, quand on connaît le Bitcoin, c'est exactement l'inverse de ce qu'elle vient de décrire. C'est ça qui est fou, comparé aux monnaies fiat fiduciaires. Aujourd'hui, il y a des articles déjà, je crois que j'avais déjà montré le rapport de Chainalysis qui expliquait très clairement que le marché en fait criminel de la crypto-monnaie, ça représente une goutte d'eau dans l'océan en fait des monnaies fiduciaires. Voilà, tout simplement parce que c'est logique, puisque avec la blockchain, les criminels, les terroristes ont bien compris qu'il fallait surtout pas utiliser la blockchain, le Bitcoin, parce que leurs activités criminelles étaient rendues publiques et surtout traçables à vie. Donc il faudrait être débile en fait pour faire les activités criminelles avec le Bitcoin aujourd'hui, vu la qualité maintenant des autorités et la capacité des autorités à remonter le fil de la blockchain et remonter l'argent et les transactions Bitcoin pour remonter jusqu'au propriétaire en fait. Bon, vous faites pas ça avec le dollar et demandez à votre banque de remonter 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, d'éplucher des activités criminelles, on rigole. Voilà, ils vont vous demander 100 € au passage pour retrouver les transactions, premièrement, et puis deuxièmement, pas sûr qu'ils vous retrouvent ces données-là. Bon. Donc pour vous donner un peu sur l'ordre de grandeur de dans quoi on s'embarque, nous, l'Europe, c'est que pendant que d'un côté on a les États-Unis et le monde entier qui accélère les services crypto, qui clarifie la régulation de crypto en faveur de la tokenisation, en faveur du Bitcoin, qui parle même de mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin à d'échelle gouvernementale des banques centrales, et bien nous en Europe, on s'enferme toujours dans l'idéologie de l'entêtement sur tout ce qui est nouveau, quoi. Peut-être, ou je peux que dire comme ça pour rester poli, mais voilà. Donc on a le symbole, encore une fois, de pourquoi il faut, si vous avez l'occasion, si vous avez des projets d'entrepreneuriat ou des choses comme ça, partez de l'Europe, ne restez pas en Europe, parce que vraiment, tant qu'on est dirigé par ce genre de personnes, rien ne changera, et donc ça va aller de pire en pire. Bon, allez, je continue maintenant, je vais passer aux indicateurs de performance sur le Bitcoin, hein. Je vais remettre un petit peu à jour tout ça pour avoir aussi un œil neuf, peut-être plus technique, sur la chose depuis le flash crash, et voir qu'est-ce qui avait peut-être changé. Et donc là, on voit que je suis sur vous savez, CoinGlass, et le MVRZ Score, un indicateur qui permet de voir la valeur du Bitcoin par rapport au temps, et en fluctuant en fonction du prix également. Et donc là, on voit que le MVRZ Score, il est très loin de ses plus hauts. On voit bien que quand il y avait eu le pic de 2020-2021, le MVRZ Score, il était autour des 6-7. Vous voyez, quand on a eu le 2017, on était autour des 8-9. Vous voyez, et pareil sur 2013. On avait un MVRZ Score qui était très haut. Aujourd'hui, le MVRZ Score, là, malgré le pic qu'il y a eu, les records sur le Bitcoin, qu'on voit avec la courbe en jaune, hein, on a atteint les 123 000 $, et bien le MVRZ Score, il n'a même pas dépassé les 2. Vous voyez, là aujourd'hui, on a 2 là. Bon, donc très loin de dire, mais après, je vous rappelle, les indicateurs de performance, il faut quand même prendre à la légère, c'est vrai, il faut les cumuler les uns après les autres pour avoir vraiment une tendance globale. Déjà au niveau technique, mais surtout, il faut le coupler avec les éléments macroéconomiques. Donc là, ce que je fais, c'est pour ça que je vous montre les articles, je vous montre les éléments un peu géopolitiques autour de la cryptosphère,
pour ensuite faire le point avec l'aspect plus technique des choses. Et donc, je vous mets en lien tout ça pour donner mon avis derrière et vous faire aussi, vous, votre propre avis de votre côté, hein. Je vous rappelle, très important que vous fassiez vos propres recherches, que vous ayez votre propre analyse, enfin, façon de penser, bien évidemment. Parce que moi-même, je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai pas la science infuse. Vous le savez, hein, je n'ai pas la capacité de lire la météo, de lire l'avenir. Bien évidemment, même si j'aimerais, hein, j'aimerais, c'est clair, mais non, hein, j'ai pas ce pouvoir-là. Bon, donc du coup, je continue toujours avec les indicateurs de performance autour du Bitcoin. Et là, regardez, on est sur Google Trends. Et là, pareil, regardez, pareil, j'ai comparé donc le Bitcoin avec le mot crypto-monnaie. Et donc, depuis 2004. Et on voit bien que depuis 2004, pareil, quand on a eu les performances haussières du Bitcoin au niveau des prix, eh bien, on avait la courbe en bleu, là, c'est-à-dire le terme recherche Bitcoin qui était quasiment à 100 au moment des pics. Donc, 2017, on a 2020, 2021, vous voyez, janvier 2021, on a, comment ça s'appelle, 2019 également, alors, je sais pas, voilà, septembre 2019, on a également, alors c'est pas très précis à ce que j'ai, mais 2016, voilà, 2016, 2017, donc tous les pics en fait des prix du Bitcoin. Et là, on a eu nos derniers pics qu'on a eu qui n'étaient pas trop loin des 100, c'était novembre 2024. Autant vous dire, ça date quand même un petit peu. Bon, mais depuis, on a beau battre de nouveaux records, de nouveaux atterrissages sur le Bitcoin, il n'y a rien qui est vraiment, ça ne fait que baisser en fait. L'intérêt sur le Bitcoin ne fait que baisser, au point que là, en septembre 2025, nous étions à 33 entre guillemets sur l'indice de recherche sur le Bitcoin et à 22 sur l'indice de recherche crypto-monnaie. C'est ridicule, on a un niveau déjà, en fait, on pourrait se dire, en fait, on a un niveau quasiment de bear market, là, regardez, les derniers niveaux, on avait eu ces termes-là, c'était en juillet 2023, en plein bear market du précédent cycle. Donc, qui se passe là. Alors là, on a des données qui doivent être réajustées parce qu'on voit les petits pointillés, donc ça va peut-être repartir à la hausse, mais ils ont l'air de dire que c'est plutôt du 57 pour le Bitcoin, du 26, donc très loin en fait des sommets qu'on a eu en termes de Google Trends sur les précédents cycles. Donc là aussi, ça me fait dire que en fait l'euphorie du retail, le retail est en train de se faire sortir totalement en fait du marché. C'est les institutionnels vraiment qui sont en train de plus en plus de se diriger vers la crypto-monnaie, vers le Bitcoin et d'assimiler en fait cette technologie-là. Donc là, au détriment vraiment des particuliers, c'est vraiment dommage parce que le Bitcoin, hein, je rappelle qu'à la base, il a été créé pourquoi? Parce qu'il est décentralisé et en fait, il était destiné au peuple pour justement contrecarrer la crise des subprimes de 2008 et le pouvoir des banques. Or, cet outil est en train d'être détourné par ces mêmes banques au final. Quand on regarde les choses avec BlackRock, mais aussi avec Morgan Stanley et toutes les banques qui sont en train d'acheter du Bitcoin, eh ben on y est. Voilà. Donc là aussi, posez-vous des questions. Pourquoi ces mêmes institutionnels se jettent autant sur le Bitcoin au point d'en acheter comme ça en masse à votre propre détriment au final? Il y a une question à se poser là. Voilà, ils prévoient quelque chose en fait. Bitcoin, c'est l'avenir. Voilà. Bon, ensuite, je continue. Là, cette fois, j'ai le Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator. Et là, regardez, là, on n'a même pas dépassé la zone du vert. La zone du vert, c'est quoi? C'est style cheap. C'est encore pas cher en fait, le Bitcoin, et c'est dans la zone d'accumulation. C'est-à-dire que selon la Rainbow Chart, alors après je vous rappelle, hein, la Rainbow Chart, tout indicateur n'est pas fiable à 100%, il donne un ordre de grandeur. Par exemple, là, en 2017, c'est flagrant, on est dans une zone de bulle maximale selon le Rainbow Chart. En 2013, l'indicateur même a fait exploser les compteurs. On est même passé en noir là. Et en 2021, on est resté en zone orange, vous voyez. Donc, bon, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, avec la volatilité qui faiblit sur le Bitcoin, eh bien, effectivement, les prochains pics, en fait, seront de moins en moins flagrants sur l'échelle de la Rainbow Chart. Bon, mais malgré tout, on voit quand même que là, les choses de façon cumulée, on est très loin d'avoir quelque chose qui est dans le rouge cramoisi, même dans l'orange ou jaune, on est encore en zone d'accumulation là. C'est un indicateur de plus en fait. Et enfin, ça colle aussi avec l'indicateur, je suis toujours sur CoinGlass, de peur. Vous voyez, on est sur l'indice de peur et de cupidité, et bien nous sommes dans la zone de peur à 30. Donc on est très loin en fait de la surchauffe et de se dire ça y est, on est en bull run. Parce que généralement, quand on a des pics de bull run, ça veut dire on va to the moon, ça va continuer
de monter les prix du Bitcoin, exactement comme on est en train de voir avec l'or là. L'or est en train de nous faire vraiment un truc de fou. On a même vu des photos, des vidéos aux États-Unis et des reportages. Il y a des files d'attente monstres de personnes qui veulent acheter de l'or, alors que l'or nous a fait un bull run, un plus 57% en un an et demi. C'est du jamais vu sur l'or. Donc on est en train, là oui, là on peut parler, par exemple pour l'or, de cupidité extrême, en fait. Alors, je vais aussi atténuer mon propos. Je vous ça c'est juste un exemple par rapport à l'or. Mais moi, pour l'or, j'ai quand même un autre avis que cet aspect-là, parce qu'en fait, je vois beaucoup de choses qui circulent sur l'or en ce moment. Ça y est qu'on est en zone de... Ça y est, le top de l'or a été atteint. Mais je suis moins catégorique là-dessus, et je vous dirai pourquoi quand j'aborderai l'or en fin de vidéo. Bon, mais en tout cas, voilà, on est encore là en zone. En fait, on pourrait presque se dire, ça y est, on est en bear market, mais depuis un an là. Là, on est en plein milieu du bear market avec la peur et tout au milieu. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas mon avis quand je vois tous les indicateurs accumulés. Et surtout que là, si je fais le parallèle de nouveau avec un peu la macroéconomie, Cointelegraph France, 48 nouvelles entreprises ont ajouté du Bitcoin à leur trésorerie en seulement 3 mois. Donc, et c'est pas des petites entreprises, vous avez compris, c'est des grosses entreprises, des banques, en fait. Donc, Raquel Lucas, analyste chez BTC Markets, estime cette accumulation croissante de Bitcoin montre que les grands acteurs, vous voyez, c'est pas des petites entreprises, c'est des grands acteurs, doublent la mise. Ils savent quelque chose. Voilà, c'est des insiders, tout ça. Voilà, c'est le milieu de la finance qui investit dans le Bitcoin, là. C'est pas le retail, c'est pas les petites entreprises, c'est les grosses boîtes. Dans le milieu de la finance, les insiders. Je répète. Voilà. Et eux, pendant que beaucoup de gens vendent, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Ça devrait quand même interpeller, ça. Bon, allez, je continue. Cryptost.fr, la Floride veut intégrer le Bitcoin et les ETF crypto à ses fonds d'État et de pension. On en est là. Donc, pendant que l'Union Européenne, là, on est en train de dire le Bitcoin vraiment va de rétro à fond, alors que nous, franchement, quand on voit comment on gère notre argent, on est au bord de la faillite. Alors, je parle de la France, hein, mais c'est l'Union Européenne, c'est global. Bon, on n'est peut-être pas les meilleurs pour donner des leçons, pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire sur des actifs de type Bitcoin, quoi. Bon, pourquoi pas, hein, après, bon, voilà. Mais en tout cas, aux États-Unis, ils ont compris que le Bitcoin, ils ont tellement compris qu'ils en sont à se dire, ça y est, on va l'intégrer même dans notre système en fait totalement traditionnel et partout au même titre au final que le dollar. En fait, c'est ça qu'on est en train de voir aux États-Unis. Et que le Bitcoin est en train de petit à petit de prendre la même place que le dollar, mais surtout que l'or. Quand on voit ce que fait l'or, c'est assez intéressant quand même à voir. Bon, donc j'ai fini pour le Bitcoin aujourd'hui au niveau des nouvelles, mais en tout cas vous avez compris que je reste très très bullish sur la suite des choses. Alors peut-être que sur le court terme, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, on va assister encore à des chutes du Bitcoin, soit par manipulation, soit par, comme ils disent dans les articles, là, c'est le désendettement contrôlé, mais bon après là il y aura plus de désendettement contrôlé puisqu'il n'y a même plus, il y a plus de traders à liquider. Tout le monde s'est fait liquider, donc bon, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une direction, c'est plutôt vers le haut, je pense. Après, il y a un autre point intéressant quand même, c'est que ceux qui sont fait liquider sur le marché crypto, ce n'étaient pas surtout les traders qui étaient en lien avec le Bitcoin, c'était les traders qui étaient sur les altcoins. C'est là où c'est intéressant, parce que sur les 14 milliards, non, 19 milliards, pardon, de liquidation qu'il y a eu 1,5 milliard qui est en lien avec le Bitcoin. Donc on voit bien que le Bitcoin tire quand même son épingle du jeu et garde la tête froide, entre guillemets, par rapport aux altcoins. Donc les altcoins, c'est là où vraiment il y a beaucoup plus de risques que sur le Bitcoin. Bon, au passage. Hein. Mais pour la suite des choses, moi je reste très confiant quand je vois que les institutionnels continuent massivement d'acheter du Bitcoin et malgré la récente baisse légère hein, des ETF. Donc après, il faudra surveiller ça, bien sûr. Donc la semaine prochaine, pareil, je vous referai le point sur le Bitcoin. On verra ce que ça donne au niveau des ETF déjà et au niveau des achats crypto et des bitcoins par les institutionnels. Voilà. Bon, c'est parti. Je passe maintenant au narratif RWA et je vais commencer d'ailleurs avec VeChain. Donc je commence avec un premier tweet de Chain Brokers, comme vous voyez, qui fait le point sur les performances d'activités de développement au niveau de VeChain, également des autres projets. Donc on voit bien que IOTA, c'est vraiment un très bon projet qui fait des grosses activités de développement sur leur blockchain, et vous avez également VeChain là qui est retombé un petit peu dans les positions parce qu'ils sont à plus 45,6% sur les activités de développement par rapport au mois précédent.
Donc on voit bien que toutes ces entreprises-là qui développent, eh bien c'est vraiment l'avenir, hein, parce que le secret vraiment pour un projet, c'est le développement et l'activité de développement sur leur blockchain. Voilà, allez, je continue toujours sur VeChain. Donc là, cette fois, je passe très intéressant, et ça fait longtemps que je n'avais pas eu ce genre de nouvelles, donc je trouvais que c'était positif quand même à partager, parce que c'est vrai que je trouve que VeChain, ils sont, alors c'est peut-être une bonne chose, hein, mais ils sont quand même dispersés en ce moment avec la plateforme VBetterDAO, avec l'utilité de supply chain, avec contre la contrefaçon, etc. Et leur essence même de base, en fait, pour qui était de se préciser, de rendre service aux industries, justement contre la contrefaçon ou l'amélioration de la qualité de la production, etc. Et là, aujourd'hui, on retrouve à travers le partenariat entre VeChain et DNV, ben justement, l'essence même première de VeChain, qui était de rendre service aux entreprises, aux industriels, en leur permettant d'accéder aux technologies blockchain. Et là, on voit que ça y est, grâce, vous voyez, à VeChain et leur partenariat avec DNV, hein, vous voyez, c'est Powered, Verified by DNV, mais en fait, c'est VeChain derrière, eh bien, vous avez le code barre qui permet de, justement, d'être sûr des données, des datas de l'entreprise concernant le produit. Donc ça, c'est énorme, on aimerait bien avoir, je lance un petit message comme ça en même temps à VeChain et aux leaders si un jour, on ne sait jamais, ils tombent sur la vidéo ou autre, eh bien, on veut plus de ça, quoi. On veut plus de choses de ce calibre-là, de partenariats avec des industriels, parce que c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Et je pense que VeChain sont un petit peu dispersés à un moment. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs à ce niveau-là. On a entendu trop parler de l'aspect écologie, VBetter, DAO, c'est très bien, c'est un très beau projet, c'est une très belle plateforme, on est d'accord. La tokenisation des actions réelles, tout ça. Mais maintenant, il faudrait faire quand même retourner à l'essence première, qui est les partenariats stratégiques avec des industries, des entreprises. Voilà. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Et donc, quand je vois ça, bah, ça rappelle justement, voilà, hop, le système même de base de VeChain. Voilà. C'est là qu'ils vont vraiment tirer leur épingle du jeu, je pense, en espérant du coup qu'ils continuent là-dessus. En tout cas, le projet, lui, il continue quand même de grossir, hein, globalement. Quoi qu'il arrive, il a une bonne forme là, puisqu'on est à 13 623 000 nouvelles adresses, quand même, c'est du jamais vu. Pour VeChain, quand on voit la courbe d'évolution, alors il y a une petite baisse de momentum là, c'est vrai, on a 22 000 nouvelles adresses par jour, contre à un moment on était à 50 000. Bon, soit, donc on voit qu'il y a une petite baisse effectivement là, mais ça reste quand même très propre sur le fond. Là où c'est plus inquiétant, bah, c'est forcément le nombre de holders de VeChain qui lui continue d'être très stable, autour de 1 670 000, enfin voilà, vous le savez, hein, je fais le compte toutes les semaines, c'est vrai que ça fait des mois là que ça bouge pas trop à ce niveau-là, donc c'est dommage. Donc bien sûr, on va voir ce que ça donne avec la nouvelle tokenomique qui va arriver, vous savez, la mise à jour Hayabusa, là, en cette fin d'année, on verra, je vous ferai le point. Et donc, on voit bien que les nouveaux holders, en fait, viennent sur VTHO, donc avec 4 533 000 nouveaux holders, et le B3TR qui est déjà à 2 403 000 nouveaux holders également. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, globalement, VeChain, ils sont en train de mettre, ils ont mis leur paquet, ils ont mis leurs efforts sur VBetter, la plateforme, hein, vbetter.dao. Ça marche très bien. Maintenant, il faudrait quand même qu'ils reviennent aussi après peut-être leur mise à jour Hayabusa aux fondamentaux de VeChain, qui est les entreprises et les partenariats stratégiques. Allez, je continue, mais ça reste très bien quand même, le projet, puisque là, on a la TVL, vous voyez, de VeChain, qui continue de stagner entre les 5 millions, 6 millions de dollars au final, puisqu'on voit la courbe, vous voyez, ça, il y a eu des hausses, des baisses, hein, il y a eu des pics et des plus bas. Mais c'est vrai que depuis la plateforme VBetterDAO, la TVL en fait explose, hein. Il a explosé d'un coup d'ailleurs de 1 million à 5-6 millions de dollars de TVL à la rentrée 2025. Voilà. Et pour ce qui est du projet Stargate, on voit que là, alors il y a une grosse baisse, hein. Il y a eu une baisse de la TVL sur le projet Stargate. Mais en même temps, là, je trouve c'est bizarre parce que les chiffres, alors soit c'est DeFi Lama, soit c'est le projet Stargate où il y a les chiffres qui sont pas à jour, puisque on a l'augmentation de VeChain staké toujours en cours. Donc là, on est passé à 6,6 milliards de VeChain staké selon la fondation VeChain. Mais de l'autre côté, je vois sur DeFi Lama, la TVL est en baisse sur le protocole de farm de Stargate. Bon, alors peut-être pas tout compris moi là-dessus, mais je trouve qu'il y a un décalage quand même sur les chiffres à ce niveau-là, donc j'aimerais bien, si quelqu'un
peut me répondre, me dire en commentaire si la personne sait. Ce serait sympa de m'éclairer là-dessus. Voilà. Mais sinon, tout le reste, franchement, VeChain il continue de construire. On le voit bien sur l'activité de développement, donc c'est très positif. Et surtout, la plateforme VBetterDAO, on va continuer d'attirer de nouveaux utilisateurs chaque jour. Allez, je continue désormais avec le RWA maintenant financier et pur et dur, notamment avec Ondo Finance qui en fait prévoit, ça y est, en 2026, vous savez, un nouvel événement qu'ils avaient déjà organisé cette année, un peu dans le même style, c'est le Ondo Summit où ils vont réunir le 3 février 2026 tous les présidents, investisseurs, les entreprises en fait du monde financier, de la finance traditionnelle, mais également de la finance classique. Puis qu'ils appellent ça en fait la finance traditionnelle, le TradFi, enfin je sais pas si je dis bien, mais le TradFi, TradFi, je sais pas, quelque chose comme ça, comme on voit dans leur slogan. Voilà, petite vidéo. Donc ça y est, on voit que là on a une nouvelle ère qui approche et que 2026, je pense vraiment que ça va être une très très grosse année pour tout ce qui est le RWA et notamment ce genre de projet avec Ondo Finance qui, je rappelle, a des partenariats avec tous les gros pontes justement de la finance traditionnelle. Hop, allez, je continue. Pour vous dire que comme quoi que le projet Ondo Finance est un énorme projet et notamment que le RWA c'est vraiment le narratif de demain sur la crypto-monnaie au même titre même pour moi que l'intelligence artificielle, c'est que l'or donc a atteint en fait ses meilleures performances au niveau de l'année depuis 1979, donc ça c'est Ondo Finance qui le déclare et c'est vrai, de toute façon c'est vrai. Et donc tout ce qui est les ETF sur les métaux précieux, eh bien, sont désormais disponibles sur le Ondo Global Markets. Voilà. Et donc on voit bien que ça y est, Ondo Global Markets, à travers leur plateforme, eh bien ils sont arrivés à tokeniser déjà tous les plus gros importants, tous les actifs les plus importants au niveau mondial. Déjà. Et ça, c'est les premiers à le faire. Donc ils sont là pour rester et ils sont là déjà en train de révolutionner Wall Street et ils le disent très bien parce qu'ils s'appellent eux-mêmes le Wall Street 2.0. Bon, donc je continue, là aussi toujours sur Ondo Finance. Alors là, je vais vous parler du tweet. Tout simplement, on a le State Tweet. Donc c'est un manager d'actifs de 5 trillions de dollars, en fait, qui vient de faire un petit communiqué avec justement tout ce qui est l'avenir en fait du marché des stablecoins. Donc, vous voyez, donc les stablecoins et le RWA, les actifs du RWA tokenisés, en fait, sont les plus gros composants en fait de la location digitale au niveau institutionnel. Donc aujourd'hui, on a vraiment dans le marché crypto des institutionnels qui se concentrent, donc on l'a compris, sur le Bitcoin, Ethereum également avec les ETF, mais après derrière, c'est tout ce qui est justement la tokenisation d'actifs. On l'a compris. Et donc vous voyez que là, ici, digital tokenisation et real world private asset, donc tout ce qui est avec les ETF et tout, on est déjà à 2,5%. Et c'est le number one. Après, vous avez tout ce qui est les stablecoins. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, parce que le RWA dans les yeux des institutionnels, eh bien, le RWA est plus important et plus attractif encore que les stablecoins, qui eux sont déjà un marché quand même extrêmement important. Après, en troisième position, vous avez la tokenisation également du real world asset. Mais là, vous avez le Bitcoin, vous avez Ethereum, ce que je vous disais clairement. Et vous avez toutes les autres cryptos avec les mêmes coins, les NFT, etc. Et après, vous avez tout ce qui est la liquidité crypto et tout ce qui est le token de liquidité. Bon. Et donc, dans ce rapport, il prévoit également en parallèle, State Street, l'entreprise, que tout ça va évoluer à hauteur de 16% d'ici 3 ans. Donc là, on est pour l'instant à 2,5% sur tout ce qui est la tokenisation du real world asset, mais d'ici 3 ans, on va atteindre les 16%. Donc est-ce que vous imaginez quand même le narratif RWA, là, comme il va exploser, si c'est bien sûr si c'est en rapport avec les chiffres donnés par State Street et d'autres, bien sûr, analyses et d'autres institutionnels qui partagent leur point de vue sur le narratif RWA, mais ça va être une explosion nucléaire, en fait. Voilà, là, on parle de quasiment un x10 d'ici 3 ans sur le marché du RWA, avec toutes les crypto-monnaies associées, puisque forcément, le marché du RWA est lié à des crypto-monnaies, et notamment, on pense à Ondo Finance, je pense à Plume, VeChain encore, mais c'est quand même une autre partie, c'est pour ça qu'il faudrait que VeChain, maintenant, il se refocalise sur la partie institutionnelle et partenariat stratégique industriel. Mais du coup, Ondo Finance, Plume, Chainlink, tout ça, ça va être les futurs pontes pour moi de demain au niveau du RWA.
Voilà, et donc ça s'explique très clairement. Hondo Finance, c'est, je crois, un des très rares projets en ce moment qui n'a pas du tout subi le flash crash en fait crypto au niveau de la TVL. Alors au niveau des prix, oui, comme toutes les autres crypto-monnaies, mais au niveau de la TVL, j'étais surpris de voir que Hondo Finance est vraiment en train de continuer à accumuler une performance incroyable. Regardez-moi cette TVL, on dirait qu'il y a, voilà, c'est tout simplement une ligne droite si on fait la moyenne linéaire de cette courbe. Incroyable. Donc forcément, quand on voit le parallèle entre les prix de Hondo et cette TVL, moi je vous le redis, hein, je pense que ce projet va exploser dans, si c'est pas dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, hein, ou plus tard, mais ce sera avant, je pense, parce que la TVL a un impact, on le sait désormais, au niveau des prix, il y a une corrélation. Voilà, donc pour l'instant, je pense que le prix de Hondo est supprimé, artificiellement comprimé, mais il y a un moment où ils ne pourront plus maintenir et ça va exploser, un peu à l'image de la TVL en fait. Voilà. Allez, je continue, cette fois j'ai passé à Chainlink. Donc là aussi, Chainlink, énorme projet au niveau du RWA qui sont vraiment en train depuis quelques mois d'aligner les partenariats, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Même Ripple et le XRP qui sont vraiment pour moi un des projets, vous le savez, hein, j'en parle depuis 3 ans du XRP de Ripple. Eh bien, je pense que Chainlink sont en train de vraiment de se mettre à la même position au niveau du grade institutionnel pour leur projet que XRP et le Ripple. Enfin, l'entreprise Ripple derrière le XRP. Donc là, Chainlink a annoncé tout simplement en fait un partenariat avec S&P Global Ratings. Donc tout ce qui est en fait le fournisseur de notation en fait de crédit au niveau mondial, le leader. Voilà, pas compliqué. Et donc, ils font ce partenariat, donc ils ont très bien résumé la chose à travers cette petite vidéo, comme je vous le mets en grand ici. Et donc, tout ce qui est en fait les données, donc je rappelle que Chainlink, c'est un projet qui est basé spécifiquement sur les données. Donc, ils assurent à travers la blockchain, pour tous en fait les intermédiaires, les données existantes. Donc on voit bien que là, ils vont s'occuper en fait d'assurer les données sur... Ah, déjà, ils le faisaient pour le monde du web 3.0, donc la crypto-monnaie et la blockchain, mais on voit bien que là, dans le milieu du TradFi, donc dans le milieu traditionnel, eh bien, tous les gros ponts de la finance sont désormais en train de faire des partenariats avec Chainlink pour justement assurer en fait la qualité, la fiabilité des données échangées sur les marchés. Et donc vous avez tout ce qui est les sources de données au niveau des market equities, donc tout ce qui est le FX Weight Data Source. Alors il y a des choses, je ne sais même pas ce que c'est, hein, je vous assure. Je vous le dis, vous savez. Bon, après, vous avez tout ce qui est les sources, les données en lien avec les marchés des commodities, c'est-à-dire les marchandises, en fait. Tout ce qui est les entreprises, donc les actions, titres boursiers des entreprises. Tout ce qui est le weighting des credits. Voilà, donc là, on pense notamment à S&P Global Weightings, le marché des dérivés également, et les marchés en fait des bond market. Donc là, vous avez compris que Chainlink, ils sont tout simplement en train, à eux tout seuls, d'assurer au niveau mondial, en fait, les données d'absolument tous les marchés mondiaux. Voilà. Donc ça, si c'est pas du lourd, faut me dire ce que c'est, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train d'aligner là. On le voit Chainlink depuis en fait 2024, depuis l'arrivée des institutionnels vraiment sur le marché, ils sont en train d'aligner les partenariats avec que des gros pontes de la finance traditionnelle, un truc de fou quoi. Voilà. Et ça continue. Donc là, on parle effectivement, donc l'infrastructure de Chainlink donc, a déjà sécurisé en fait les données sur approximativement 100 milliards de dollars de DeFi au niveau de la TVL. Et donc, maintenant, on parle d'un marché à 25 trillions de dollars on-chain pour tout ce qui est les datas en fait, de transactions derrière. Donc, on voit vraiment que Chainlink sont en train de tout exploser là et que ça va être, je pense, là aussi quelque chose d'énorme à l'avenir sur ce projet en termes de prix, en termes de TVL, enfin en termes de tout là-dessus. Parce que je rappelle que S&P Global, en fait, c'est quoi? C'est une entreprise qui apporte quand même plus de 1 million de notations de crédit au niveau mondial. C'est plus de 1500 analyses de crédit à travers 150 pays. Et c'est, alors là, 1 million de securities, ça va être sur les marchés boursiers, je ne sais pas trop ce que c'est, je suis désolé. Mais bon, peut-être que vous savez. Et vous avez également 4600 entreprises, en fait, qui sont notées par S&P Global Weighting, quoi. Donc c'est vraiment un ponte de l'analyse, en fait. Voilà, et il compte sur Chainlink pour pour la fiabilité des données. Incroyable. Bon,
Donc ensuite, je continue toujours avec Chainlink, et là c'est intéressant, où ils ont fait en fait le résumé des 7 annoncements de leur événement C-Boss qui a eu lieu en 2025. Donc déjà, ils rappellent globalement que Chainlink, ils ont fait un partenariat avec Swift, DTCC, Euroclear et 21 institutions financières, hein, dans tout ce qui est l'industrie du corporate. Donc c'est 58 milliards de dollars déjà. Donc enfin, on voit quand même que là, Swift, DTCC et Euroclear, bon, c'est vraiment des mastodontes de la finance, quoi. Après, on parle également d'une solution landmark lancée par Chainlink, voilà, pour travailler avec toute la messagerie du réseau Swift bancaire, et également qui est adoptée par UBS, la banque, une plus grosse banque au niveau mondial. Bon. Ensuite, je continue. Ils ont été introduits Chainlink. Alors, ils ont introduit en fait leur agent qu'ils appellent le DTA, donc le Digital Transfer Agent, voilà, pour permettre justement leur propre système technologique en fait de transfert d'agents et de fonds sur les opérations on-chain. Truc de fou. Ensuite, ils ont le GLEIF, donc ils ont décroché ce partenariat avec Chainlink pour établir en fait un nouveau grade institutionnel pour tout ce qui est les solutions d'identité, enfin d'identification sur l'industrie de la blockchain. Ils ont également créé en fait leur propre technologie, ce qu'ils appellent le Data Link, pour publier en fait des données au niveau à un grade institutionnel. Bon. Ensuite, ils ont également un partenariat avec la Deutsche Börsenmarket, donc c'est tout ce qui est les banques allemandes. Et ils ont fait ce partenariat pour publier justement toutes les données des marchés, voilà, pour la première fois on-chain avec en fait les banques allemandes, quoi, et les réseaux des marchés allemands. Et enfin, ils ont été sélectionnés comme le gagnant du hackathon de Swift en 2025 au niveau du Business Challenge. Bon, bah là aussi, si c'est pas du lourd, ça, alors que, enfin, dites-moi ce que c'est, quoi. Voilà. On voit bien que tout ce qui est le RWA et le triangle technologique de la blockchain, des données et de l'intelligence artificielle, ben, on est en train d'assister vraiment à ça, en fait. C'est-à-dire à l'évolution, à l'explosion de ce triangle technologique, puisque les entreprises, les institutionnels de la TradFi, donc de la finance traditionnelle, ont bien compris que, en fait, l'intelligence artificielle, elle leur permet de recueillir des données, mais que la blockchain, à travers notamment des projets comme Chainlink, allait leur permettre de justement d'assurer la collection de données fiables, transparentes, infalsifiables. Mais pour ça, il faut des acteurs de la blockchain extrêmement fiables et solides, et donc vous avez Chainlink en fait. Donc Chainlink, dans le triangle, justement, donc data, big data, IA et blockchain, eh ben, ils correspondent à la fois à data et à blockchain. Ouais, donc à eux tout seuls en fait. Donc vous voyez, c'est un projet quand même énorme. Allez, je continue, cette fois je passe au prochain projet, toujours dans le RWA, vous avez compris, et cette fois donc c'est Plume qui arrive là en tête de liste également, à tel point que Plume est rentré, vous savez que Grayscale fait régulièrement donc un rapport pour dire voilà, ils ont des assets under consideration, comme ils disent, c'est-à-dire sous considération, sous visibilité, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pas les intégrer dans leurs ETF ou autres. Et donc ils font ça par groupe. Donc vous avez les smart contracts, tout ce qui est l'aspect financier, tout ce qui est les mêmes coins, hein. Vous avez Bonk, donc c'est un même coin, tout ce qui est l'intelligence artificielle et tout ce qui est l'utilité des services. Donc vous voyez, dans l'intelligence artificielle, vous avez notamment Flock et Grass. Voilà, bon. Après tout le reste, vous avez WorldCoin, alors là, bon, je trouve pas ça judicieux, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, dans tout ce qui est l'aspect financier, ils ont intégré forcément Plume Network ici, comme vous voyez. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est pour eux, pour les analystes de Grayscale, et tous les projets en fait qui ont de l'avenir. Voilà, donc ça c'est un premier indicateur que le RWA, toujours à travers Plume, est en train vraiment d'exploser. Surtout qu'ils ont déjà intégré d'autres crypto-monnaies bien plus évidentes, hein, vous l'avez compris. Et donc là où c'est intéressant également, là je suis directement sur le Twitter de Plume, hein, vous voyez, avec une communication officielle du projet. Et donc ça y est, ils ont en fait intégré, ils ont annoncé le Rooster, donc V2, incubé par Plume. Donc ça y est, ils ont lancé leur propre DEX en fait, quelque part. Enfin, c'est pas leur DEX à eux, mais en tout cas, c'est en partenariat, je pense, avec eux, sur justement le Only,
C'est-à-dire que le seul DEX RWA dont vous aurez besoin, hein, c'est leur slogan derrière, et donc c'est un partenariat entre Rooster et Plume. Donc on voit bien que Plume, ils sont vraiment à fond dans le secteur du RWA. Et donc au niveau de la TVL, hein, je vais passer à la TVL, donc à l'image d'Ondo, mais cette fois Plume a une TVL un peu plus chaotique sur la finalité, donc c'est une très très belle TVL, hein, vous voyez quand même c'est énorme, mais là ça commence un peu à baisser dernièrement, donc on va dire que c'est plutôt stable si on fait la moyenne des courbes, mais ça va peut-être remonter à la hausse. Moi je pense que ça va repartir à la hausse parce que là c'est vraiment tout le secteur du RWA qui est en train d'exploser en fait, hein, clairement. Allez, je continue, et donc là, je vais passer maintenant à rwa.xyz, donc toujours sur Plume, pour vous dire pourquoi Plume, malgré la TVL qui là s'est un petit peu stabilisé au final hein, depuis quelques mois, il reste quand même un projet à surveiller de très près. C'est que là, regardez-moi cette performance de fou, c'est-à-dire que là, sur le RWA Value, on a 42,16% regardez de performance juste à la valeur du RWA en seulement 30 jours. C'est en train vraiment d'exploser là. Et donc c'est tout dans le vert. Le marché des transferts, de volume de transfert en fait sur 30 jours du AWA et token, c'est 87,05% en un mois. En plus, le marché des stablecoins, transfert des volumes, c'est 1,37 milliard. Là, c'est quasiment du 100% là. Donc tout est en train d'exploser. Et le plus impressionnant, c'est ça, c'est sur le RWA, sur le nombre de holders, j'avais déjà dit. On a 263 961 holders, mais sachez que je vous rappelle, hein, le global market, que là je vais rester sur rwa.xyz, et là on a les chiffres du total asset holder, c'est-à-dire qu'on a 489 037 holders de RWA, tout network, tout réseau confondu en incluant Ethereum, enfin les plus gros du marché. Et Plume, eux, ils sont à 263 961 holders, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment à 60% du marché, à 55-60% du marché, du nombre de holders de RWA, et dans le réseau Plume. Complètement délirant, quoi. Voilà, devant Ethereum. Enfin, du délire quand on y pense. Voilà, en sachant, regardez-moi cette courbe de fou, quand je vous dis que le narratif du RWA est en train d'exploser, c'est pas une métaphore. C'est pas tiré de mon chapeau, c'est quand je vois cette courbe, c'est, vous voyez, le total RWA value depuis 2021. Regardez, là, depuis 2024, ça ne fait que grimper. Chaque jour, ça ne fait que grimper. Tout est dans le vert, là. On est à plus 10,58% en seulement 30 jours. En seulement 30 jours. Voilà. Donc, ça ne fait que grossir. Au total, on a plus 6,71% en nombre de holders de RWA. Donc, voilà, c'est l'avenir, en fait. La tokenisation d'actifs, le RWA, les amis, c'est vraiment l'avenir. Bon, ça, j'en suis convaincu pour le coup. Allez, je continue, toujours dans le RWA, mais cette fois, on va passer à XRP et au paiement transfrontalier, hein, vous savez. Donc, notamment, là, il y a une communication de Brad Garlinghouse. Donc, aujourd'hui, Ripple, en fait, is breaking into the 120 trillion dollars corporate treasury payments market avec l'acquisition de 1 milliard de dollars de G-Treasury. Donc ça y est, Brad Garlinghouse annonce qu'en fait Ripple entre encore plus dans la cour des grands en incluant et en ayant fait l'acquisition en fait, d'une entreprise spécialisée dans tout ce qui est trésorerie au niveau corporate, c'est-à-dire au niveau des entreprises. Donc c'est un marché quand même de 120 trillions de dollars. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte quand même. 120 trillions de dollars. Donc c'est du délire en fait. Donc l'objectif pour en fait Ripple, hein, on l'a compris, c'est d'être là aussi un des plus gros au niveau mondial et de concurrencer en fait le réseau Swift bancaire, tout simplement. Et ils sont en train vraiment de mettre les choses en place pour y arriver. Voilà. Donc c'est fou. Et c'est tout ça en lien toujours avec le système, vous voyez, de paiement transfrontalier, hein, ils le disent là. Et donc c'est vrai qu'eux, ils déclarent, hein, Brad Garlinghouse, ils rappellent que tout ce système de paiement traditionnel aujourd'hui, ça crée de la friction, ça crée des coûts non nécessaires et des barrières en fait d'entrée pour les nouveaux marchés. Donc G-Treasury, donc l'entreprise qui vient d'acheter, en fait a servi depuis 40 ans, alors, je rappelle, alors ça c'est moi qui le dis, ça fait 40 ans qu'ils sont en circulation, qui créent leur service, et bien maintenant vont permettre en fait de révolutionner tout ça avec Ripple.
Donc, ensemble avec Ripple, nous allons aider, c'est Brad Garlinghouse qui le dit, les CFO, c'est-à-dire les entreprises en fait, à gérer donc leurs actifs en incluant les stablecoins, les dépôts tokenisés, on reparle encore du RWA, etc., à une échelle à travers le monde jamais vue en fait. Voilà. Et il parle également de Heidenrode, de l'entité qu'ils ont déjà achetée, je vous rappelle, soit en 2024, soit début d'année 2025, je ne sais plus. Voilà. Mais ils sont en train vraiment de connecter tout ça, tout est en train de se connecter. Et ce qui est intéressant, c'est que Ripple, on voit, ils ont une stratégie. Ils font des acquisitions petit à petit, ils sont en train de mixer leurs acquisitions pour en fait construire un nouvel ordre mondial en termes financiers, je veux dire. Surtout pas il y a la tranche machin, la walk, non, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Ah, il manquerait plus que ça. Merci, merci. Bon, du coup, je continue, les amis. Donc là, j'ai un tweet de Monica Long. Alors, je rappelle que Brad Garlinghouse, c'est le PDG de Ripple et que Monica Long, c'est la présidente, en fait, de Ripple. Donc, c'est pas les mêmes fonctions. Hein. Donc, la présidente, c'est plutôt à titre, je dirais, honorifique, entre guillemets. C'est peut-être pas le bon terme, en tout cas pour les Américains. Mais Brad Garlinghouse, lui, c'est le PDG, c'est vraiment le leader du terrain, quoi. Bon, si on peut dire ça. C'est vrai qu'il y a deux chefs en fait à la tête de Ripple, hein, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions réellement. Donc Monica Long, la présidente, vous voyez, de Ripple, eh bien, elle a annoncé que le mois dernier, donc ils ont annoncé effectivement Ripple, je vous l'ai passé il y a quelques semaines, que le RLUSD, le stablecoin de Ripple, était désormais en live, c'est-à-dire en vigueur et disponible sur le continent africain. Et donc, eh bien, aujourd'hui, c'est-à-dire elle fait par référence au 15 octobre 2025, eh bien, Ripple a mis en place un partenariat avec Absa Bank, une des plus grosses banques de l'Afrique du Sud au niveau institutionnel. Voilà. Donc on voit bien que Ripple est en train vraiment de concurrencer le réseau Swift bancaire, mais en plus très intelligemment, parce que je rappelle que le réseau Swift bancaire n'est pas très performant justement en Afrique, dans tous les pays, notamment l'Afrique, la Russie, la Chine, etc. C'est pas desservi très bien. Je peux dire qu'au niveau du délai, que vous pouvez taper frais, délai bancaire, les paiements transfrontaliers au niveau du réseau Swift bancaire au niveau mondial, ben vous verrez que pour faire un paiement entre par exemple la France et l'Afrique, il faut plusieurs jours, voire une semaine. Alors que nous, quand on fait un paiement, notamment au sein de la zone euro ou même vers les États-Unis, c'est beaucoup plus rapide en fait. Donc il y a des grosses limites avec le réseau Swift bancaire, mais nous on s'en rend pas compte forcément parce qu'on n'est pas impacté par ces limites. Mais les autres continents sont vraiment impactés par les limites du réseau Swift bancaire et Ripple s'attaque en fait à ces faiblesses-là. Voilà. Allez, je continue toujours sur un dernier article de Ripple. Après, je passerai aux actualités crypto en plus général au niveau du RWA. Donc là, on a l'actu finance. Ripple mise 1 milliard de dollars sur le XRP en plein marché fragile. Donc là, vous voyez, ils misent en fait sur leur propre cheval de course au final Ripple. Donc le marché crypto traverse une phase de méfiance. Les investisseurs se mettent en retrait, attendant des signaux plus clairs. Ripple, au contraire, prend les devants. L'entreprise prépare une levée proche du milliard de dollars, une initiative qui tranche avec l'humeur du moment. Donc en fait, ils veulent tout simplement racheter et faire ce qu'on appelle un buyback pour racheter tout simplement du XRP et consolider leurs réserves en fait de XRP. Donc ça va faire du remous, hein, parce que 1 milliard de dollars quand même, ça rigole pas sur le XRP. Allez, je continue les amis, cette fois je passe aux actualités crypto avec les articles, mais évidemment que je vais vous passer les uns après les autres. Donc là je commence avec un article de journalducoin.com, crypto-monnaie, 3 géants bancaires japonais s'associent pour lancer leur propre stablecoin. Donc on voit bien que, vous voyez, c'est une tendance générale, hein, le RWA avec les stablecoins continue vraiment d'attirer les institutionnels et de susciter les convoitises de ces mêmes institutionnels pour créer des services pour leurs clients. Donc, course au stablecoin, donc les 3 plus grandes banques japonaises, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui et Mizuho, s'associent pour lancer des stablecoins adossés au yen japonais, mais aussi au dollar. Allez, je continue, donc là aussi, hein, vous voyez, c'est quand même assez édifiant de voir ce qui se passe. Journal du coin, toujours grâce à la poussée de la tokenisation, le marché crypto vaudra 100 000 milliards de dollars d'ici 5 ans selon TD Cowen. Une révolution à 100 000 milliards de dollars, point d'interrogation. La tokenisation des actifs financiers traditionnels ou RWA est très certainement un des secteurs les plus prometteurs de la cryptosphère. Selon le groupe financier TD Cowen, la valeur totale des actifs tokenisés pour atteindre des sommes qui sont encore inimaginables à l'heure actuelle
notamment grâce à l'implication croissante des acteurs financiers traditionnels. Pas moi qui vous le dis, voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein. Encore une fois les amis, vous en faites ce que vous voulez, mais pour vous dire que là on part en délire en fait total. 100 000 milliards de dollars, bon, vous avez compris, c'est 100 trillions de dollars en fait. Un marché à 100 trillions de dollars sur le RWA, bon, les projets comme Hondo, Plume et tout ce qui est en lien avec le RWA ou de près ou de loin, je vous laisse même pas imaginer les effets que ça pourrait avoir sur le long terme en fait, hein. Bon. Voilà, donc pour vous dire qu'on est très early, vous avez vu que là, quand je vous montrais le RWA.xyz, on a une valeur RWA de 36 milliards de dollars. Je vais vous remontrer la courbe analytique du RWA.xyz, on a 34,14 milliards de dollars. Je ne parle pas de trillions là, je parle de milliards. C'est ridicule en fait. C'est ridicule comparé à ce qui est projeté. Alors après, toujours être prudent avec les projections des analystes, etc. Mais imaginez même si on arrive à 1 trillion de dollars. Je parle même pas de 100 000, je parle juste de 100 000 milliards. Je parle pas de 100 trillions de dollars, je parle de 1 trillion de dollars. C'est réalisable quand on voit le marché du RWA et son potentiel. C'est réalisable et ça veut dire qu'on est très loin aujourd'hui du 1 trillion de dollars quand on voit qu'on a à peine encore les 34,4 milliards sur la table, une bagatelle. Donc voilà, la perspective d'évolution est énorme. Allez, je continue. Donc cette fois, j'ai un article de cryptost.fr. Donc la tokenisation devient une priorité majeure pour la SEC. Mais là aussi, c'est un truc de fou. Donc de plus en plus d'acteurs financiers s'intéressent de près à la tokenisation en capacité d'émettre des actions et d'autres actifs du monde réel sur la blockchain. Un changement de paradigme en cours que la SEC américaine considère désormais comme une priorité majeure. Enfin, voilà où on en est quand même. C'est-à-dire que la Securities Exchange Commission, qui nous a fait chier, hein, littéralement là, qu'on avait Gary Gensler à la tête de la SEC avant Trump, eh bien qui était anti-crypto au final, hein, faut le dire. D'ailleurs, il y a même des histoires, là aux États-Unis, on n'entend pas trop parler en France, mais apparemment aux États-Unis, il y a carrément des enquêtes qui sont en cours contre Gary Gensler et il a supprimé des SMS. C'est à l'image de nous ce qu'on a avec Ursula von der Leyen, vous savez, sur le Pfizer Gate au final, et les SMS sur les commandes de vaccins qu'elle a supprimées. Bon, c'est la même chose pour Gary Gensler aux États-Unis. Donc, pour vous dire quand même, ça va loin, le sentiment anti-crypto qui avait lieu de la SEC sous son mandat. Sauf que depuis qu'il y a Trump et le nouveau commissaire de la SEC, eh bien c'est l'inverse. Maintenant, ils sont vraiment dans la régulation et dans l'adoption des crypto-monnaies. Et une des premières choses qu'ils vont mettre en place, c'est une régulation claire pour en fait favoriser l'émergence de la tokenisation d'actifs et du RWA. Là aussi, ça devrait faire tilter quand même dans la tête. Ensuite, je continue. Donc là, on approche de la fin de la vidéo, hein, les amis. Cointelegraph France, le Royaume-Uni autorise les gestionnaires d'actifs à utiliser la blockchain pour la tokenisation des fonds. Voilà, ça continue. L'autorité des marchés financiers britanniques, FCA, a dévoilé une feuille de route destinée à aider les gestionnaires d'actifs à adopter la blockchain et la tokenisation d'actifs. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, on parle même plus de crypto-monnaie, on parle même plus de blockchain, on parle de tokenisation en fait. La technologie aujourd'hui, c'est même plus la blockchain, c'est la tokenisation. Voilà. Allez, je continue. Donc là, cette fois, je repasse à Twitter. Hein. J'ai trouvé un tweet très intéressant. Je voulais vous partager vraiment pour la suite des choses. Tweet de Real World Asset Watchlist, comme vous voyez. Et c'est justement, en fait, une intervention de Larry Fink, le PDG, en fait, de BlackRock, hein, vous savez, qui a fait une déclaration sur la chaîne CNBC, quand même, une des plus grosses chaînes, hein, les plus suivies aux États-Unis. Il a déclaré tout simplement que nous sommes au début de la tokenisation du RWA, de l'immobilier, des bonds to equity et également de tout ce qui est les actifs boursiers, etc. Voilà. Donc ça, c'est BlackRock, c'est le fonds, donc je rappelle, hein, le fonds gestionnaire d'actifs le plus important au monde, et c'est son PDG qui vient déclarer ça directement à la télé, à une des plus grosses chaînes au niveau américain. Donc, pour vous dire vraiment que le narratif du RWA, pour moi, c'est même au-delà de l'IA pour l'instant. Hein. Après, l'IA, c'est autre chose encore. Mais là, en ce moment, narratif du RWA est en train vraiment de soulever des gros montants, là, actuellement. Bon. Allez, maintenant, j'ai passé directement donc, à l'or
l'argent notamment. Et donc, vous voyez, bah, là, je suis sur Bullion by Post au niveau des graphiques. Et là, cette semaine, on a encore eu une explosion des cours de l'or avec des nouveaux records à la clé. Alors, on a assisté à une petite correction, vous voyez, au niveau des cours de l'or. Hein. Donc, on atteint quand même les 120 000 euros le kilo. Donc, je rappelle quand même qu'il y a un mois, nous étions en dessous des 100 000 euros le kilo pour l'or. Je vous le montre, hein, comme ça, en direct. Vous allez voir que l'or, en fait, a tout simplement fait un 20% dans les dents en seulement un mois. C'est du jamais vu, en fait. Donc, vous voyez, nous étions encore au samedi 20 septembre, donc un mois jour pour jour, enfin, même le 19. Alors là, j'ai manque de peau pour moi. On est juste au-dessus des 100 000 euros par rapport à ce que je disais. On a 100 267 euros le kilo. Et donc, un mois après, nous sommes à 120 000 euros 45 le kilo. Du jamais vu dans l'histoire de l'or. L'or nous a tout simplement fait en un mois 20% de performance. Voilà. En sachant que depuis le début de l'année, l'or a fait un plus 57%, je crois, de performance à quelque chose près. Voilà. C'est du jamais vu, ça, les amis, dans l'histoire. Voilà, même 3000 ans avant Jésus-Christ n'ont pas connu des performances comme ça sur l'or. On peut vous dire un peu le contexte actuel et l'état de notre système économique, en fait. Voilà, parce que quand on voit une montée de l'or comme ça ne veut pas dire que c'est la valeur de l'or réellement qui prend de la valeur. En fait, ça veut dire que c'est les monnaies fiat qui sont en train de perdre de la valeur. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Parce que l'or, comparé aux biens de la vie de tous les jours, par exemple, comparé à une maison, l'or reste le même, à la même valeur pour échanger une maison, par exemple. C'est-à-dire que quand vous preniez une maison en 1980 qui valait à l'époque 50 000 $, il fallait à peu près 268 onces d'or pour acheter cette maison. Aujourd'hui, en 2025, il faut 500 000 $ pour acheter la même maison, mais il faut toujours 268 onces d'or pour acheter la même maison. Donc, par rapport aux biens, la quantité d'or, en fait, ne varie pas. C'est là où il faut voir les choses, et c'est là qu'on comprend qu'en fait, il y a un vrai problème avec les monnaies fiat, les monnaies fiduciaires. C'est elle, en fait, le problème aujourd'hui. C'est pas l'or qui prend de la valeur, c'est les monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, qui sont en train de se faire éclater, en fait. Voilà. Donc, tout ça en lien avec les dettes, la gestion incompétente de nos dirigeants, bref, tout le tralala qui va avec, hein, et qui sont en train de nous mettre dans le bazar ambiant. Et donc là, maintenant, je passe toujours sur Bullion by Post avec le cours de l'argent, hein, vous voyez. Et pareil, l'argent nous a fait une performance exceptionnelle. Donc là, on a eu une grosse baisse de l'argent juste à la fin de la semaine, mais quand même, il est parti cette semaine de 1392 euros le kilo. Et il est arrivé à 1440. Et il nous a fait une poussée quand même extrêmement puissante jusqu'à quasiment 1500 euros le kilo. Voilà. Donc là aussi, et sur un mois, l'argent nous a fait un record là aussi. Elle nous a fait une performance du feu de Dieu, hein, clairement, puisque là, on voit qu'il n'y a pas photo. Il y a un mois, nous étions à 1170 euros le kilo, nous avons fini à 1440 euros. Voilà, donc on va voir cette semaine. Alors, moi, je vous engage à être prudent maintenant, parce que j'ai vu ensuite derrière, il y a des files entières d'attente des hommes, même aux États-Unis, c'est impressionnant, avec des gens qui font la queue pour aller acheter de l'or et de l'argent. Quand on voit ça, effectivement, on est dans une zone d'euphorie totale, en fait, sur l'or, sur l'argent en ce moment. Donc, beaucoup d'analystes prédisent qu'il va y avoir un retournement de situation, qu'on va avoir un gros crash sur l'or et l'argent dans les jours qui viennent, les mois qui viennent. Voilà, il va y avoir une correction, en fait, tout simplement. Je pense aussi que c'est possible. Bon, il y a deux scénarios. Il y a ce scénario-là, effectivement, qui est tout à fait envisageable parce qu'on a une euphorie totale sur le marché. Donc, il y a une bulle qui est en train de se créer, court-termiste, sur l'or et l'argent. Mais moi aussi, j'envisage un deuxième scénario, et c'est vrai que je le vois très peu affiché partout sur la cryptosphère, sur les réseaux ou même dans les chaînes d'infos, alors encore moins. Mais c'est le scénario tout simplement qui est en fait que le système est en train de s'effondrer, quoi. Donc l'or, l'argent, ils sont peut-être pas soumis à une bulle spéculative. Non, ils sont juste en train de refléter l'effondrement de notre système. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de bulle, c'est juste l'inquiétude en fait qui domine sur les marchés. Et donc ça va continuer de monter. Voilà, en défiant toutes les analyses de correction prédites, parce qu'en fait, on est sur un problème systémique. Et ça, c'est une première, hein, c'est-à-dire que même 1971, même les précédents exemples qu'on a eu de montée comme ça de l'or, après, derrière, c'était pas le système globalement qui était mis en cause, c'était uniquement des
des chocs, des événements précis. On a eu le choc pétrolier de 1971, ben voilà, c'est un choc pétrolier, quoi. C'est lié à un événement. Aujourd'hui, si l'or il augmente comme ça, c'est pas, on voit, c'est pas un événement qui cause la montée de l'or, c'est des événements globaux. C'est vraiment une situation globale. Donc vous avez les banques centrales qui achètent en masse de l'or, et c'est là une première depuis 30 ans. Dans les réserves des banques centrales, en moyenne, il y a plus d'or désormais que de dollars. Et ça, c'est une première depuis 30 ans. Voilà. Ensuite, vous avez les institutionnels qui achètent de l'or au même titre que le Bitcoin. Là aussi, c'est intéressant de faire le parallèle, de voir que le comportement des institutionnels aujourd'hui, eh ben, il est sur les valeurs refuges. Les entreprises également, leur trésorerie, elle est maintenant en valeur refuge. On voit que notamment l'entreprise Tether, elle achète du Bitcoin, mais également de l'or dans ses réserves stratégiques. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur l'or et l'argent. C'est possible qu'on ait un retournement de tendance avec des cours voilà, qui vont chuter. Donc c'est une bonne idée peut-être de prendre des profits sur l'or et l'argent, mais gardez surtout en tête que c'est possible qu'on ait un effondrement du système et que surtout ne vous départissez pas de tout votre or, de tout votre argent, parce que si ça se trouve, ça va corriger, puis ça va repartir direct vers le haut à cause des inquiétudes ambiantes mondiales. Et du système qui est en train de cracher, en fait, on le voit en France, déjà, nous, la France, on va cracher, vu la situation avec le Cornu 2, puis le Cornu 3, 4, tant qu'à faire, on les collectionne, ben, ça va continuer, quoi. Voilà, et donc, sur ce, là, j'ai un petit, c'est vrai que c'est intéressant, j'ai un petit dernier tweet pour la route, ou un avant-dernier, pour vous montrer tout simplement le statut du cours de l'or et de l'argent cette année. Ben, on voit que au niveau des commodities, donc des marchandises, eh bien, on voit que c'est l'argent et l'or qui ont été les plus performants d'une année sur l'autre. Hein. Vous voyez, c'est le year to date. Et donc, on a 60,6% de performance sur l'argent et 52,5% de performance sur l'or. Derrière vient le café, tout ce qui est le gaz naturel, voilà, le cuivre, etc., l'aluminium. Voilà. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les valeurs refuges sont vraiment en train d'exploser, c'est global, quoi. Avec le gaz naturel également au milieu. Donc, bravo, merci là aussi à nos chers dirigeants pour les sanctions qu'ils ont prises contre la Russie, qui sont bien retournées contre nous. Et puis sinon, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai un dernier tweet peut-être que j'avais préparé? Je sais pas. Oui, ah oui, oui, effectivement, pour en fait faire la conclusion. En fait, ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que là, j'ai un tweet de Crypto Rover intéressant, c'est que si donc l'or a juste top gear, voilà ce que je vous disais, il y a beaucoup de tweets comme ça qui circulent sur la toile aujourd'hui en disant ça y est, on a eu un top de l'or, donc maintenant on va avoir une grosse méga correction de l'or, mais attention, encore une fois, prenez en compte cet aspect-là, réfléchissez, faites le pour et le contre des choses, et réfléchissez en fait à macroéconomique, quoi. Voilà. Là, on est dans une situation quand même qui est du jamais vu au niveau mondial, c'est-à-dire que le système est surendetté. Donc il y a ça aussi à prendre en compte par rapport à 1971, etc. Bon, voilà. Sur ce, les amis, moi je vais voilà, arrêter la vidéo ici. Hein. On a fait le tour. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire un peu ce que vous en pensez, à vous donner vos avis, hein, parce qu'on est là pour partager également. N'hésitez pas également à mettre un like pour soutenir la vidéo, à mettre un abonnement en plus, là, pour vous abonner à la chaîne pour supporter le boulot et la chaîne, ça fait super plaisir également. Et puis sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et puis on fera le point, et puis force à vous dans la vie de tous les jours. Allez, la bise, ciao.